tous. Donc on est un petit peu plus nombreux, donc on va commencer. On va déjà se présenter, faire un petit tour de table rapide, et puis après, en plusieurs temps, on va vous expliquer d'abord ce qu'est l'exercice coordonné pluriprofessionnel, et puis ensuite, les retours d'expérience vous feront part, voilà, très concrètement de la façon dont ça peut se traduire sur le terrain. Alors, je me présente, Alexandre Fellman, je suis médecin généraliste dans une MSP depuis 3 ans et membre de la PMSL. Donc Morgane Bailly, je suis directrice de la PMSL, qui est l'association qui accompagne le développement des projets de maisons de santé à l'échelle de la région. Cholet Solène, chargée de mission à l'association régionale des ESP CLAP, donc équipe de soins primaires coordonnée localement autour du patient. Pascal Geffroy, je suis médecin généraliste à Orvaux, au nord de Nantes, vice-présidente de l'Union régionale des médecins libéraux, et j'ai participé à l'expérimentation et la mise en place de l'association des équipes de soins primaires. Et j'ai moi-même une équipe de soins primaires sur mon territoire. Et vous faites partie d'une CPTS. Et je suis coprésidente de ma CPTS, mais je vous expliquerai tout à l'heure, effectivement, sur le même territoire. Donc Jeanne Boutier, je suis chargée de mission pour l'accompagnement des CPTS sur toute la région des Pays de la Loire, et je travaille pour l'Inter-URPS, donc c'est le regroupement des 10 professions, des 10 unions des professionnels de santé libéraux. Et Jean-François Morel, je suis médecin généraliste à Bécon-les-Granit, là, dans le Maine-et-Loire. Et je suis un des gérants de la maison de santé qui nous unit, et également coprésident de la CPTS de ce territoire. Ah oui, j'ai devant. Donc voilà, on va essayer on va pas essayer, on va vous expliquer ce qu'est l'exercice coordonné pluriprofessionnel. Donc l'idée, c'est que plusieurs professionnels de professions différentes puissent se regrouper avec éventuellement des acteurs de santé et qui vont s'organiser pour travailler tous ensemble. Ça, c'est vraiment le principe de l'exercice coordonné, avec des objectifs communs que les professionnels de santé vont définir par eux-mêmes, avec l'idée d'être au service d'une patientèle commune. C'est le cas donc pour les différents exercices que sont les ESP CLAP ou les maisons de santé, ou autour d'une population et là d'un territoire. Et là, on est plutôt à l'échelle d'une CPTS. On va vous expliquer après plus en détail ce que c'est. Cette organisation peut prendre différentes formes. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Et on peut aller d'un binôme de professionnels à la coordination d'un ensemble d'acteurs de professionnels de santé beaucoup plus large, donc à l'échelle d'un territoire, en passant par une équipe coordonnée de professionnels de soins primaires. Donc voilà, selon les différentes formes d'exercices coordonnés dans lesquelles potentiellement vous pourriez vous intégrer. Voilà, les formes sont un petit peu différentes, mais l'objectif reste toujours commun, avoir une prise en charge plus efficiente des patients sur un territoire. Alors, quelques exemples de coordination qui peuvent être mis en place, et donc c'est les exemples concrets sur lesquels les professionnels de santé présents aujourd'hui vont pouvoir revenir, mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en place, par exemple, des protocoles d'organisation, de réfléchir à des prises en charge pluriprofessionnelles autour de patients ou autour de problématiques de patients, par exemple, atteints de maladies chroniques. On peut être sur le développement de partenariats aussi, puisque en tant que professionnel de santé, vous avez déjà l'habitude de travailler en partenariat sur vos territoires. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir les mutualiser, les partager et faire en sorte que ces partenariats puissent se développer à l'échelle de l'exercice coordonné pour que tous les professionnels de santé puissent en bénéficier et au même titre les patients. Des actions de dépistage, de prévention, ça peut être aussi de la mise en place de TP sur les territoires, de la prévention, là aussi, voilà, les professionnels pourront en parler, voilà, d'actions très concrètes qui peuvent être mises en place et qui peuvent être mutualisées pour les patients. Et puis voilà, l'éducation thérapeutique qui peut faire partie effectivement des actions de coordination assez plébiscitées aussi par les professionnels de santé. Donc forcément, l'exercice coordonné, nous, en tout cas ici on le voit, peut apporter donc des bénéfices. Ce qu'on a l'habitude de citer, c'est vraiment déjà tout simplement de renforcer les liens entre les acteurs en santé, quels qu'ils soient, de se connaître davantage. Je m'organisais tout à l'heure, l'interconnaissance, ça part déjà beaucoup de ça. Quand on se connaît mieux aussi, ça permet de fluidifier et sécuriser les parcours de ces patients.
Souvent, il y a des choses qui existent, hein, mais donc là, l'idée par l'exercice coordonné, c'est aussi de venir les formaliser, les rendre plus concrets, plus visibles. L'exercice coordonné, ça permet aussi d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels, donc vous, futurs professionnels ou déjà professionnels de santé, parce que quand on est mieux coordonné, ça peut aussi faire gagner du temps par rapport aussi au rythme de travail ou à la charge mentale que ça représente. Ça peut aussi être bénéfique. Ça favorise aussi l'expérimentation et l'innovation en santé. À travers ces exercices coordonnés, on peut vraiment porter des actions novatrices. Développer des actions aussi de prévention et d'éducation à la santé, ce que disait Morgane tout à l'heure. En exercice coordonné, c'est vraiment dans les projets de santé des actions et une thématique qui revient tout le temps. Et puis favoriser l'installation de professionnels de santé sur un territoire. C'est vrai qu'on le sait, hein, il y a des déserts médicaux à l'heure actuelle sur le territoire français, et donc l'exercice coordonné peut être aussi un moyen pour venir rendre plus attractif le territoire, se dire qu'on est plusieurs sur un territoire à travailler ensemble, ça peut aussi aider. Donc effectivement, l'exercice coordonné peut prendre différentes formes. Il y a la première échelle que sont les équipes de soins primaires, que peuvent être les ESP-CLAP, que je vais vous présenter juste ensuite, les MSP présentés par Morgane, et puis il y a aussi les centres de santé, mes volets effectivement salariés. Et enfin, il y a aussi, mais là ça sera plutôt à l'échelle d'une population d'un territoire, donc les CPTS présentés par Jeanne. Une équipe de soins primaires, finalement, c'est pour qui ? C'est pour toutes les professions médicales, tous les professionnels de santé, effectivement, paramédicaux et autres acteurs en santé qui vont se concerter, se coordonner et mettre en place, bon, on l'a dit quand même beaucoup en présentation, des actions autour des patients, mais aussi de la prévention, de l'éducation thérapeutique. Les témoins pourront effectivement indiquer ce qu'ils font au sein de chacun de leurs exercices. Et voilà. Et donc du coup, pour présenter les équipes de soins primaires coordonnées localement autour du patient, il n'y a pas la vidéo ? D'accord. Voilà, on va vous présenter une... Comment ? C'est ça. On va vous présenter une petite vidéo, mais en introduction, voilà, vraiment le dispositif des ESP-CLAP, c'est un dispositif expérimental en région Pays de la Loire depuis 2018. Comme a pu le dire Dr Geffroy, élu au sein de l'URML, c'est donc l'URML et l'URPS des infirmiers en région Pays de la Loire qui sont à l'initiative effectivement de ce projet. Ça fait suite à la loi de modernisation du système de santé de 2016 qui autorisait l'expérimentation de d'autres formes d'équipes de soins primaires que les MSP et les centres de santé. Il y a eu ensuite effectivement toute une enquête en région Pays de la Loire auprès de professionnels de santé libéraux pour savoir un petit peu ce qu'ils souhaitaient de cette nouvelle forme d'exercice coordonné. Et donc, les ESP-CLAP ont été créés. Je propose qu'on puisse visionner, elle fait 2 minutes, la vidéo sur les ESP-CLAP, et puis après, j'aurai quelques petites notions à rajouter. La vidéo. Ah, c'est toi ? Je ne sais pas comment on fait. Marie est professionnelle de santé en Pays de la Loire. Je prends en charge des patients en situation complexe. Je m'interroge. Comment gérer toutes les problématiques ? J'aimerais échanger avec d'autres professionnels de santé, mais ce n'est pas si simple. Quelle solution ? Et si nous nous rencontrions pour travailler ensemble ? Avoir des temps rémunérés pour échanger autour de nos patients et partager nos connaissances et nos compétences. Oui, mais comment ? Grâce aux ESP-CLAP, les équipes de soins primaires coordonnées localement autour des patients. Une ESP-CLAP est une équipe de professionnels de santé libéraux du premier recours qui coopèrent et s'organisent avec un objectif, améliorer la prise en charge globale du patient. Les avantages des ESP-CLAP.
L'ESP CLAP permet de formaliser et rémunérer les actions de coordination pluriprofessionnelle. Elle ne requiert ni structuration juridique, ni changement de mode d'activité et peut évoluer à tout moment. L'association des ESP CLAP vous garantit un accompagnement à chaque étape et la mise à disposition de documents de support. Comment monter son équipe? La création d'une ESP CLAP se réalise en 3 étapes. La construction de l'équipe, la rédaction d'un projet de santé transmis à l'ARS et la signature d'une convention avec l'association des ESP CLAP pour rémunérer vos actions. Et c'est parti! Vous voulez en savoir plus? L'association des ESP CLAP a été créée pour vous informer et vous accompagner dans la mise en place du dispositif. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Les ESP CLAP, lancez-vous dans l'exercice coordonné. Donc voilà pour une présentation rapide des ESP CLAP. Je pense que la vidéo est quand même parlante, mais si on peut un petit peu résumer, en termes de composition, pour être effectivement une ESP CLAP, c'est au minimum 2 professionnels de santé, dont un médecin. Ça ne requiert pas effectivement de structuration juridique, aussi un regroupement des professionnels de santé au sein d'un même local. Et puis, et voilà. Et donc, pour être reconnu en ESP CLAP, les professionnels de santé vont réfléchir en pluripro à un projet de santé qui sera reconnu par l'Agence régionale de santé. Docteur Geffroy, vous pourrez un petit peu nous dire de quoi est composé le projet de santé. Et puis enfin, pour finir sur la présentation des ESP CLAP, on l'a dit, le dispositif est expérimental en région Pays de la Loire depuis 2018. Donc à ce jour, on peut créer de nouvelles équipes que sur 2 types de zonage en région Pays de la Loire, à savoir les zones d'intervention prioritaire du zonage médecin définies par l'Agence régionale de santé, et aussi la possibilité de créer de nouvelles équipes sur les QPV, quartiers prioritaires de la ville. Donc effectivement, on est en attente d'un modèle, d'une expérimentation dans le cadre national pour, voilà, on l'espère, pérenniser notre dispositif. Voilà, je laisse la parole à Morgane pour la MSP. Merci Solène. Ah, tu avais ta carto. Ah, ma petite carto. Alors oui, ma petite cartographie, alors qui est à peine à jour, parce que depuis la semaine dernière, nous avons eu une nouvelle équipe qui a été reconnue par l'Agence régionale de santé. On est à un chiffre rond, 70, 70 ESP CLAP en région Pays de la Loire, donc une de plus en Loire-Atlantique, 28. Même un peu plus, docteur Geffroy, 850. Donc à mon tour, moi je vais vous présenter donc les maisons de santé. Effectivement, l'intérêt pour nous aussi de se réunir aujourd'hui, de vous présenter l'exercice coordonné, voilà, tous ensemble, c'est de pouvoir vous montrer ces différentes formes d'exercices coordonnés. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir vous montrer que tout ça est très complémentaire en fait. L'intérêt de réfléchir à l'exercice coordonné, comme on le voit, c'est bénéfique pour les professionnels de santé comme pour les patients. Et après, je dirais que la forme finalement va surtout dépendre de là où vous en êtes, des objectifs aussi que vous allez vous fixer. Donc on peut très bien imaginer un projet de ESP CLAP qui à un moment donné peut se transformer en projet de maison de santé ou pas. Et tout ça ensuite sera intégré à un projet de CPTS sur un territoire. Donc l'intérêt pour nous de vous faire cette présentation commune aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ça en tête. C'est que tout ça, ça vient s'articuler, c'est complémentaire et c'est toujours avec le bénéfice au final pour les patients sur un territoire. Donc la maison de santé, donc on reste bien sur de l'exercice libéral. La particularité, c'est que, alors en région Pays de la Loire, il faut obligatoirement 3 médecins généralistes et un auxiliaire médical. À l'échelle nationale, on est sur 2 médecins et un auxiliaire médical. La région a fait ce choix-là, notamment parce que, on le sait bien, voilà, l'exercice coordonné nécessite quand même une organisation et repose aujourd'hui quand même encore beaucoup sur le médecin. Et donc à 2 médecins, c'est vrai que c'est quand même plus difficile pour mettre en œuvre le projet de santé tel qu'il est attendu au sein d'une maison de santé. L'organisation en maison de santé nécessite, à l'inverse des ESP CLAP, une organisation, une structuration juridique, donc soit une association ou une CISA, donc qui est la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la CISA étant obligatoire, elle, pour obtenir les financements de l'assurance maladie dans le cadre de la mise en œuvre du projet de santé.
L'association, quant à elle, est intéressante parce qu'elle permet, en amont du projet de maison de santé, de pouvoir réfléchir tous ensemble aussi aux valeurs qu'on souhaite porter à travers cet exercice coordonné, et permet aussi d'intégrer des professionnels de santé qui ne pourraient pas rentrer dans la CISA, et je pense notamment aux psychologues. Ce qui fait vraiment le cœur de la maison de santé, et ça je le rappelle toujours, c'est qu'une maison de santé, voilà, je pense que le titre n'a pas forcément été bien choisi au départ parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir de bâti. C'est-à-dire qu'on entend maison de santé et souvent les professionnels de santé nous disent voilà, oui, sauf que nous, on n'est pas regroupés au même endroit. Peu importe, en fait, une maison de santé peut être multisite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'être tous regroupés sur le même site pour faire un projet de MSP. Ce qui fait la maison de santé, c'est son projet de santé qui va être co-construit, co-réfléchi par l'ensemble des professionnels de santé qui veulent monter cette maison de santé. Et donc c'est ce projet de santé qui est construit à partir des besoins des professionnels de santé et du diagnostic de territoire qui va être réalisé au démarrage du projet, qui va permettre de chercher cet équilibre entre ce que les professionnels de santé souhaitent mettre en place sur leur territoire et qui va venir aussi répondre à ces besoins, ces problématiques repérées sur le territoire. Il va décrire des objectifs communs et des modalités de service aux patients, donc autour de différents axes qui sont l'accès et la continuité des soins, la coordination interne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va fonctionner tous ensemble demain dans ce projet de maison de santé, la coopération externe, donc ça c'est toutes les relations avec les partenaires qu'on peut avoir à l'extérieur de la maison de santé, la formation initiale et continue, puisque l'intérêt de réfléchir aussi en pluripro, c'est de partager les compétences des uns et des autres, parce que bien souvent, c'est vrai que les professionnels de santé, au départ, nous disent oui, c'est vrai qu'on se connaît déjà bien, etc. Et puis finalement, quand on creuse, on se rend compte que tout à chacun a peut-être parfois des DU, des formations un peu spécifiques qui vont pouvoir continuer aussi d'alimenter l'ensemble des professionnels de santé au sein de la MSP. Des actions de santé publique, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, prévention, ETP, etc. Et puis une thématique autour de l'implication des usagers. Ça, c'est vrai que ça fait partie de plus en plus des exercices coordonnés, à l'instar, je dirais, des établissements de santé qui, eux, sont sur le sujet depuis bien longtemps. C'est vrai que ça devient une préoccupation aussi pour l'exercice coordonné. Et puis, la maison de santé, c'est des rémunérations d'équipes pérennes. Dans le cadre donc, de l'ACI, c'est l'accord conventionnel interprofessionnel qui permet de rémunérer finalement le projet de santé, c'est-à-dire toutes les actions, toute l'organisation qui va être pensée au sein de la maison de santé. Cette ACI, donc, qui est une convention tripartite avec l'ARS, la CEPAM et la maison de santé, sur du financement assurance maladie, va venir financer les actions mises en œuvre dans le projet et pouvoir aussi rétribuer, indemniser les professionnels de santé sur ces temps. Alexandre nous en parlera tout à l'heure, mais voilà, qui permettent de dégager aussi du temps qui n'était pas forcément possible sans être en exercice coordonné. Là aussi, une petite cartographie. Donc aujourd'hui, la PMSL représente une grosse partie quand même des maisons de santé de la région. Mais plus globalement, vous voyez donc, la répartition des maisons de santé à l'échelle du territoire. On a encore quelques équipes qui n'ont pas signé l'accord conventionnel interprofessionnel, ce qui forcément est plus complexe dans la mise en œuvre du projet de santé. Mais voilà, la signature de l'ACI n'est pas une obligation pour la maison de santé. Mais c'est ce qui donne les moyens, bien entendu. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on avait, on va dire, la moitié des équipes qui signaient l'ACI, l'autre moitié qui ne le faisaient pas, parce que c'est vrai que le retour des professionnels de santé était bien souvent, on n'a pas forcément envie d'être contrôlé par l'ARS, par la CEPAM. Aujourd'hui, on voit une vraie évolution, d'autant que, bon, voilà, c'est normal, les maisons de santé reçoivent des financements publics, donc ça nécessite à un moment donné qu'il y ait un bilan qui soit fait aussi sur l'utilisation de cet argent. Pour autant, là, je laisserai les professionnels peut-être l'exprimer, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine souplesse dans cette enveloppe ACI qui permet quand même aux professionnels de santé de garder une certaine forme de liberté quand même sur l'utilisation de ces fonds, même si bien sûr, il y a des choses qui sont obligatoires dans le cadre de la maison de santé, mais ça laisse quand même, à mon sens, une certaine forme de liberté dans les actions qu'on peut mener. Et donc pour terminer sur les différents dispositifs d'exercice coordonné, et toujours dans cet esprit d'articulation, pas de différenciation, je vais pouvoir vous parler maintenant des CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé.
Premièrement, qui finalement peut venir, qui compose cette CPTS, enfin une CPTS. Du coup, ça part toujours de l'initiative de professionnels de santé. Vraiment, c'est un des prérequis, une des choses les plus importantes, c'est vraiment qu'il y ait une volonté de professionnels sur le territoire pour se lancer dans le projet. Et puis, en fait, après, on va pouvoir y associer d'autres acteurs en santé à plus large échelle. Donc, ça peut être des établissements sanitaires, médico-sociaux, sociaux. Ça peut être des associations. On a les usagers qui peuvent aussi prendre part à ce projet. Et puis, en termes de profession donc de santé, voilà, ça peut être très large, dans le sens, il y a les professionnels reconnus au Code de santé publique, mais par exemple, les psychologues peuvent aussi venir constituer les projets de CPTS. Donc voilà, on est vraiment sur ce regroupement d'acteurs très différents autour finalement d'un projet de santé. Donc là encore, on retrouve cette même base par rapport aux autres exercices. C'est vraiment de se réunir autour de ce projet de santé par rapport aux problématiques, aux besoins qu'on rencontre sur le territoire. Et justement, si on s'entoure d'autant d'acteurs, c'est vraiment pour aller trouver les ressources nécessaires pour monter des actions qui vont pouvoir apporter des réponses, du moins tenter d'apporter des réponses aux problématiques qu'on rencontre. Donc voilà, c'est vraiment pour ça qu'on voit sur une échelle plus grande. Et donc dans ce projet de santé, il va y avoir du coup des missions socles qui doivent apparaître. Donc pour le dire autrement, c'est des thématiques, des grandes thématiques qui vont devoir être traitées dans ce projet de santé. Donc on va avoir premièrement l'accès aux soins, l'amélioration de l'accès aux soins, avec un côté accès aux médecins traitants et gestion des soins non programmés. On va avoir une deuxième mission qui concerne les parcours pluriprofessionnels autour du patient. Là, ça peut être très bien le diabète, les troubles du comportement, troubles 10. Voilà, c'est très, très varié, mais là encore, du coup, Jean-François, le docteur Morel, pourra du coup nous en parler après. Troisième mission, on va avoir encore une fois la prévention, promotion de la santé, des actions par rapport à ça. Là aussi, varié, ça peut être l'activité physique adaptée, les troubles 10, on peut les retrouver notamment aussi en prévention. En tout cas, voilà, il y a plein de choses aussi à développer par rapport à ça. Et plus récemment, on a aussi du coup la réponse aux crises sanitaires graves. Donc là, typiquement avec ce qui s'est passé sur ces dernières années, on a cette mission socle qui est apparue aussi. Et donc voilà, ces thématiques, elles doivent être traitées, mais on a aussi deux missions complémentaires qu'on appelle optionnelles, puisqu'elles ne sont pas obligatoirement à traiter dans ce projet de santé, mais en fait, c'est parce qu'on constate que ce sont des thématiques qui ont besoin d'être traitées très souvent. Et donc, il y a possibilité d'avoir des enveloppes financières pour mettre en place des actions. Donc, ça va être par rapport à la qualité. Donc, mettre en place des groupes de travail, groupes d'analyse de pratique, ou encore par rapport à l'attractivité du territoire. Donc voilà, mission socle et mission optionnelle qui viennent composer le projet. Et tout ce projet-là, il va être du coup à destination cette fois-ci d'un bassin de population. On n'est pas sur une patientèle, c'est une échelle du coup plus large, plus territoriale finalement, pour du coup en tout cas composer des actions qui vont être destinées à ce bassin de population. Pour continuer sur ce qui est une CPTS, la particularité aussi, c'est que c'est en termes de structuration juridique, on est sur une association de loi 1901. Donc ça a l'avantage d'être assez souple. Il va y avoir donc un conseil d'administration, des membres d'un bureau, pour du coup mettre en place ce projet en tout cas représenter du coup le travail du projet de santé, et pas sur une CISA cette fois-ci.
Ce qui est important aussi de retenir par rapport à la CPTS, au niveau de ses financements, comment on va financer une CPTS, ça va se faire en 2 parties. Il va y avoir premièrement un FIR, c'est un fonds d'amorçage, donc qui va être versé par l'ARS pour notamment la coordination de cette CPTS, financer le coordinateur qui va arriver pour une CPTS, pardon. Et ensuite, un deuxième volet qui est l'ACI, on en a parlé dans le cadre des maisons de santé, donc l'accord conventionnel interpro, qui est là vraiment à voir comme un contrat en fait, entre la CPTS, l'ARS et l'assurance maladie pour 5 ans, où on va se mettre d'accord autour des actions qui vont pouvoir être mises en place et les indicateurs qui vont être fixés. Et là, c'est vraiment des financements pérennes pour 5 ans. Chaque année, il y aura une part fixe, une part variable. Et ça va être, les financements vont être calculés en fonction de la taille de la CPTS. Et en gros, la taille, elle se définit par rapport au bassin de population de nouveau. Ce que je vous disais. Donc, il y a 4 tailles de CPTS, donc 4 bassins de population possibles, 4 fourchettes, et donc en fonction, les enveloppes vont être plus ou moins importantes. Donc voilà, en tout cas pour les bases sur ce qui est à retenir d'une CPTS, mais vraiment ce qui va pouvoir, je pense, vous éclairer davantage, ça va être tout le concret des actions et de l'expérience de chacun des professionnels présents ici. Et pour finir, juste comme l'ont fait les autres dispositifs, du coup, voilà une petite carto pour vous représenter où on en est aussi en termes de CPTS sur la région. Donc là, à chaque fois qu'il y a une couleur, c'est qu'il y a un projet de CPTS plus ou moins abouti. Là, à l'heure actuelle, on est sur 21 CPTS maintenant qui ont signé leur ACI. Donc vraiment, ce qui vient asseoir, là, il y a vraiment ce contrat qui a été signé, donc avec la Vendée qui est entièrement couverte et qui a signé, toutes les CPTS ont entièrement signé aussi leur ACI. Et puis voilà, d'autres territoires qui sont encore, soit voilà, peut-être dans quelques années seront couverts, etc. Mais vous voyez où ça en est à l'heure actuelle, et ça implique qu'il y a maintenant 25 coordinateurs aussi de CPTS sur la région. Voilà. Et juste la dernière diapo, c'est voilà, vous avez envie de vous coordonner, de travailler ensemble, à comment se lancer. Voilà, on va peut-être raccourcir sur ce temps-là. Nous, on a un stand, hein, juste vous traversez le hall, on est de l'autre côté, donc n'hésitez pas à venir vous voir. On va plutôt, je pense, laisser la parole à nos intervenants. Voilà, donc si vous voulez savoir comment vous lancer dans l'exercice coordonné, n'hésitez pas à passer nous voir à la suite de la conférence. On laisse Docteur Geffroy commencer. Très bien. Alors, moi, je vais vous parler des équipes de soins primaires, puisqu'on avait souhaité démarrer en Pays de la Loire par ce modèle qui ne requiert pas, vous l'avez dit, de structuration juridique. Je me souviens, dans les premières réunions où on présentait les équipes de soins primaires, donc on allait dans les locaux des professionnels de santé, et je me souviens de l'appétence pour tous les professionnels qui se voyaient pour la première fois, et le plaisir à mettre un visage sur quelqu'un avec qui on travaille, à discuter tout de suite de cas patients dès qu'on arrêtait la présentation. Et en fait, donc sur mon territoire, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Donc, on était 25 professionnels à avoir l'habitude de travailler de façon informelle, en se passant des coups de fil ou par patient interposé. Et je pense que c'était quand même intéressant avec donc, les professionnels de premier recours, les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, la diététicienne, les kinés, je l'ai dit, de formaliser un peu notre exercice. Donc le projet de santé, ça peut faire un peu peur, mais en gros, on s'est rencontrés et on a discuté de ce qu'on avait envie de faire, les axes prioritaires. Et l'association était quand même d'une grande aide. Ça partait dans tous les sens au départ, évidemment. Il a fallu regrouper les axes. Alors, ce qui nous avait quand même interpellé au départ, évidemment, le maintien à domicile,
des personnes âgées, la prévention des chutes, mais aussi peut-être des améliorations de pratiques avec des protocoles aussi dans le cadre de pathologies chroniques, le diabète ou les anticoagulants. Donc en fait, une fois qu'on a rédigé notre projet, on a mis en place des temps de concertation sans patients. Et l'intérêt d'être en équipe de soins primaires, on pourrait le faire sans être en équipe de soins primaires, mais c'est surtout que ce temps, il est formalisé, il est rémunéré. Et ça permet aussi de faire reconnaître et de donner, de se poser pour réfléchir ensemble. Donc, alors certaines réunions, on va vraiment être sur des cas patients. D'autres réunions, puisqu'on est quand même une grosse équipe, c'est plutôt une réflexion sur des thématiques. On a beaucoup travaillé sur le thème de la dénutrition, avec la diététicienne, mais aussi les kinés, les pharmaciens également. Donc maintenant, c'est un petit peu rodé. Donc on repère les patients, on travaille ensemble et ça fait vraiment gagner du temps pour nos patients et je trouve qu'on améliore leur prise en charge. Prévention des chutes, les kinés nous ont présenté des outils d'évaluation, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis aussi, au départ, on s'est servi de protocoles sur lesquels on avait réfléchi au sein de l'association. C'était plus facile dans un premier temps, on se sentait plus à l'aise, on n'avait pas envie de partir dans des choses complexes. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que c'était tout à fait à notre portée. Et donc, voilà, ça nous a rendus plus experts, je dirais, dans cet exercice. Donc, on a des protocoles, par exemple, de sortie d'hôpital. Ça nous a permis aussi de mettre en application les téléconsultations avec les infirmiers. Dans nos équipes, on comprend un peu mieux la nomenclature des autres professionnels qu'on connaît absolument, enfin que je ne connaissais absolument pas, celle des infirmiers. Et comme ça, on met en place en sortie d'hôpital, je donne un exemple, la téléconsultation avec le patient, mais portée par l'infirmier. Et en fait, ça donne vraiment de la qualité. On parle beaucoup du temps médecin, mais ça permet, nous, d'éviter un déplacement quand ce n'est pas nécessaire, avec quand même tous les indicateurs et pour être en sécurité. Et on voit bien qu'on est très réactif en sortie d'hôpital. Donc ça, on est vraiment assez satisfait de ce fonctionnement. Donc ça, c'était au démarrage de nos équipes. Donc sur Orvault et La Chapelle, en fait, comme on était trop nombreux, on a décidé d'avoir 3 équipes pour pouvoir une réactivité un peu plus importante. Souvent, on travaille ensemble. Il y a un axe qu'on a travaillé plus récemment, c'est au niveau de nos étudiants en médecine. En fait, on essaie de leur faire découvrir l'exercice pluripro et donc ils vont en stage chez les uns et les autres. Donc mes internes vont passer une journée chez le pharmacien, une journée avec le kiné, une journée avec les infirmiers et les retours sont extrêmement positifs puisqu'en fait, ils voient l'autre côté des choses en disant « Ah oui, je ne ferai plus la prescription de la même façon ». Donc ça nous a vraiment apporté une plus-value. Aussi, on a vu, là je vais parler des CPTS, mais avec le temps, ça fait maintenant 2 ans qu'on est en équipe de soins primaires, et la crise Covid qui est passée par là, on a vu que tout de suite on se connaissait, donc on avait un groupe WhatsApp, ça nous a permis de beaucoup échanger. Il y avait un facteur aussi de lutte contre l'épuisement professionnel, le fait de se connaître, de s'épauler, de discuter. Et on a vu aussi qu'il y avait pas mal de professionnels de notre secteur qui avaient envie de travailler avec nous. Et donc, ça a été la marche naturelle pour notre CPTS. Et effectivement, donc on a signé récemment. Et on voit bien qu'il y a des protocoles, en particulier le protocole de sortie d'hôpital, qui va nous être utile au niveau de la CPTS. Donc ça a servi, déjà on avait fait les prémices un peu de notre projet de santé pour la CPTS. Donc finalement, je dirais qu'il y a une fluidité dans nos exercices respectifs.
Ça me permet de juste préciser aussi que c'est pas parce qu'il y a une CPTS qui arrive sur un territoire qu'elle vient remplacer tout ce qui existe. Bien au contraire, on est vraiment dans cette dynamique peut-être qu'elle va permettre de faire rayonner un protocole à plus large échelle où on part vraiment de l'existant et il ne s'agit pas de tout refaire et de ne pas prendre en considération tout ce qui existe. C'est exactement ça. On a un centre de santé, un centre de soins infirmiers qui a intégré notre équipe de soins primaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une grande fluidité dans les professionnels. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. En fait, les exercices sont très mobiles à l'heure actuelle. Et je trouve que voilà, on permet d'avoir un exercice coordonné tout en respectant cette mobilité importante. Et c'est la demande, je pense, de pas mal de nos confrères. Donc, Alexandre Fellman, moi je suis en MSP, je suis médecin généraliste. On a monté notre MSP il y a à peu près 3 ans. Personnellement, on a emménagé notre cabinet en 2005. On s'est retrouvé de facto avec des kinés à côté, un dentiste, une podologue. Et à l'époque, je m'étais dit, tiens, une maison de santé, pourquoi pas. Mais c'était tellement nébuleux que en fait, tout le monde avait dit, oh, c'est compliqué, on ne sait pas comment faire. Bon, donc c'était un peu tombé dans les oubliettes. Et puis, il y a eu une présentation de la PMSL. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un accompagnement qui permettait de monter les projets et qui était assez facilitateur. Et on s'est donc lancé avec nos voisins qu'on côtoyait, mais sans vraiment travailler en coordination. Et c'est venu assez naturellement, on s'est regroupés. On a sollicité des pharmaciens, une diététicienne, et puis l'équipe s'est montée et l'accompagnement nous a amené à écrire notre projet de santé. C'est un peu de travail, hein, ça prend une petite année de réunion, d'écriture, mais on aboutit à la fin quand même à avoir un projet qui convient à tout le monde, qui nous plaît et qui nous permet après d'être dans des choses concrètes. Alors moi j'aime bien être dans le concret. Par exemple, dans notre projet, on avait un projet de vaccination. Par rapport à nos patients, on avait des patients migrants ou roms, où c'est compliqué d'être à jour des vaccins, ou leur demander d'acheter des vaccins, de les mettre au frigo, de venir avec. Et donc, avec cette coordination avec les pharmaciens, ils nous ont mis à disposition un stock de vaccins au cabinet. Ils nous ont imposé un bon frigo aux normes pharmaceutiques et donc les pharmaciens gèrent le stock. Ils nous remettent des vaccins au fur et à mesure qu'on les utilise, sous réserve bien sûr qu'ils puissent les facturer. Donc des choses simples, hein. On prend une photocopie de la carte d'attestation sécu ou mutuelle, on met tout ça dans une pochette, on garde ça pour les pharmaciens. Et maintenant, on a un stock de vaccins qui est géré, qui est à jour. Et puis quand il y a un patient qui vient et qu'on veut le vacciner tout de suite, eh ben, on ouvre la porte du frigo et puis on peut le vacciner, il repart. Donc ça, c'est des actions un peu de prévention de santé qui, en dehors d'un cadre comme ça coordonné, ne pourrait pas se faire parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas de stock de vaccins, on ne les gère pas. Le pharmacien, il passe un peu de temps à gérer tout ça. Le financement de la MSP fait qu'il est rémunéré, il peut prendre 1 heure par semaine pour gérer la facturation, gérer le stock de vaccins. Donc ça, c'est des actions un peu pratiques qui ne sont pas compliquées à mettre en place et qui ont été très concrètes pour nous. Là, en fin d'année, par exemple, on a monté un ETP sur sédentarité, obésité, grâce à la diététicienne, les kinés, et on devrait démarrer en fin d'année pour commencer les premières séances d'ETP. Alors, c'est centré un peu sur nos patients, mais pas que. Hein. Il faut qu'on aille démarcher un petit peu les autres cabinets autour en leur disant, s'ils veulent que leurs patients puissent bénéficier d'ETP qu'on propose, ils peuvent venir. La MSP, les maisons de santé sont centrées sur les professionnels de la maison de santé et les patients, mais je pense qu'elles restent ouvertes aussi aux autres membres du territoire. Et petit à petit, on va essayer aussi de faire venir d'autres gens. D'autres choses concrètes, par exemple, là avec l'ARS, il y a possibilité d'avoir un financement pour avoir une psychologue qui serait salariée de la maison de santé pour pouvoir proposer des prises en charge aux patients. Ça, c'est des choses, on va dire en cabinet de médecin isolé, on n'aurait pas accès à toutes ces choses-là. Donc, il y a des projets qui sont concrets, qui aboutissent. Ça demande un petit peu de temps, il y a un peu d'organisation, de travail à faire. Mais moi, personnellement, le temps passé est rétribué par la satisfaction qu'on a quand on voit les projets aboutir et qu'on voit qu'on apporte quelque chose en plus aux patients.
Hein. Alors moi, on n'a pas trop de SP dans notre secteur, hein, je crois dans le Sud-Loire, moi j'en ai pas trop en vue. Donc ça, pareil, c'est un exercice que moi je connaissais juste par nom. On a du mal à avoir un peu les infos au début, mais quand on se plonge un peu dans l'exercice coordonné, on arrive à trouver toutes ces infos et se faire accompagner facilement. Donc voilà. Juste un type d'exercice coordonné que j'ai oublié, enfin de mode d'exercice en ESP, c'est la concertation avec le patient, soit à domicile, soit au cabinet. En général, nous, on a notre cotation et on est rémunéré, mais pour les autres professionnels, ce temps, c'est du bénévolat, en particulier pour les infirmiers ou pour les kinés. Et donc, avoir plusieurs professionnels sur des cas complexes, et nous, ça nous est arrivé d'inviter, par exemple, le CLIC, les choses comme ça m'a permis, moi, de gagner un temps et de débrouiller des situations qui étaient complètement enlisées. Et ça, c'était grâce à la rémunération du temps des autres professionnels. Donc du coup, Jean-François Morel, je suis médecin généraliste. Alors, je suis passé par toutes ces phases en fait depuis à peu près 15 ans maintenant, puisque notre maison de santé, elle a à peu près cet âge-là. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est vraiment tout ce qu'on a vécu au sein de la maison de santé, c'est-à-dire le travailler ensemble, arrêter de faire du bénévolat quand on fait des réunions, des staffs autour du patient, mettre en place des projets innovants comme l'éducation thérapeutique, quelque chose qu'on ne peut pas faire en cabinet, même en cabinet de groupe de médecins. Je pas sûr que ce soit, j'ai pas connaissance de cabinet de groupe qui aurait mis en place un programme d'éducation thérapeutique, et pour autant mettre un programme d'éducation thérapeutique en place, c'est vraiment génialissime pour la prise en charge des patients et puis même pour notre posture dans le soin. Tu vas voir, Alexandre, que quand tu commences à animer des ateliers, après ça change même ta façon d'exercer en monoprofessionnel, en colloque singulier avec le patient. Donc ça, c'est vraiment des façons d'exercer qui sont très intéressantes. Et puis après, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ce que tu disais tout de suite avec le programme d'éducation thérapeutique, c'est que effectivement, on a envie un peu, quand on est en maison de santé, on a envie un peu d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a envie de partager le programme d'éducation thérapeutique avec les copains qui sont pas dans la maison de santé, mais on a envie de leur proposer. Donc, alors on va démarcher un petit peu, mais c'est vrai qu'on a envie d'organiser ce truc-là. Et puis, pareil, des protocoles. Quand on a mis en place un protocole soit de staff, soit d'organisation, on se rend compte que le fait d'être en équipe comme ça, alors c'est bien, on est une quinzaine, nous on est 40 maintenant dans la maison de santé, on voit bien que quand on fait un protocole d'organisation de prise en charge du diabète par exemple, c'est bien, ça nous permet de nous coordonner entre nous pour savoir le qui fait quoi, mais on se rend compte assez vite que finalement, on interagit avec d'autres partenaires qui sont dans le territoire. Par exemple, si on fait un protocole concernant la personne âgée, que ce soit du dépistage de fragilité, du dépistage de démence ou des choses comme ça, et bien très vite, on se rend compte qu'il va falloir qu'on aille parler à des gens sur le territoire, des maisons de retraite, des CLIC, des SIAD, des Maya, oula, ça y est, ça part. Et du coup, au sein de la maison de santé, on a toutes ces envies, mais on a tout juste les moyens de le faire. Parce que on est entre nous, on a un coordinateur. Hein, tous ces financements, ça nous permet aussi de salarier une personne pour coordonner nos actions. Mais finalement, on voit bien qu'on interagit avec d'autres personnes sur le territoire. Et bien ça, c'est la CPTS en fait. La CPTS, c'est de dire, sur un territoire un peu plus vaste que l'équipe qui crée les protocoles, les programmes d'éducation thérapeutique et les staffs. Sur ce territoire, on va pouvoir parler, parce qu'on aura d'autres moyens et on aura une autre reconnaissance, on va pouvoir parler à d'autres partenaires. Ce qui fait qu'en fait, là, tout d'un coup, on s'adresse à 65 000, 100 000 habitants. Et sur ce territoire, on va retrouver peut-être 1, 2, 3, 4 maisons de santé qui ont mis en place
des protocoles, qui ont mis en place des programmes d'éducation thérapeutique, et ben hop, on partage tout ça dans le pot commun de la CPTS, et puis on se file les trucs qui fonctionnent, donc ça c'est génial, parce que quand vous écrivez un protocole, ça prend un petit peu de temps, comme tu dis, que tu gagnes après dans ta consultation, mais le partager un protocole qui fonctionne avec une équipe voisine qui a un protocole qui fonctionne, et ben ça permet d'encore améliorer un peu la prise en charge des patients. Et puis aussi, ça donne une représentativité sur tout le territoire. Ce qui fait que là, tout d'un coup, sur le territoire, on prend une nouvelle dimension en tant que soignant. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est important aussi de l'assumer. Mais on prend une autre dimension qui est la dimension de responsabilité de soignant vis-à-vis de la population. Et ben, du coup, on peut partager des protocoles, on peut parler avec des partenaires, et puis on peut aussi assumer, par exemple, comment est-ce qu'on gère les urgences en journée sur notre territoire. Alors pour les plus informés d'entre vous, vous saurez qu'il y a un truc qui est en train d'arriver, là, qui vient du ministère, qui nous demande d'organiser les urgences en journée. Ça s'appelle les soins non programmés. Et le dispositif sur tout le département, ça s'appelle le service d'accès aux soins. Et bien ce truc-là qui arrive au niveau départemental, nous, sur le territoire, on a les moyens avec la CPTS d'encaisser l'organisation de ce dispositif en disant stop, attendez, vous voulez mettre en place un truc sur notre sur notre territoire, là vous allez nous parler à nous, et nous, la CPTS, on va aller s'adresser à tous les professionnels du territoire pour savoir s'ils sont d'accord pour le faire, est-ce qu'ils ont déjà une organisation. On fait un petit peu interaction, représentation du territoire au nom des professionnels de santé. Donc là, il y a vraiment, vous vous rendiez compte de ça, parce que vous avez vu les cartes, il y a déjà un bon maillage, donc il y a déjà beaucoup d'organisations qui sont en place. Donc vous, quand vous allez arriver dans les chaussons des cabinets sur lesquels il y a déjà ces organisations, eh bien vous pouvez être assuré que sur la majeure partie du territoire, il y a ces organisations qui vont vous aider, qui vont vous représenter, qui vont organiser vos exercices. Et puis, c'est plutôt pas mal, parce qu'on n'est plus tout seul dans un cabinet isolé à encaisser tous ces trucs-là. C'est un petit peu nébuleux quand même, quand on voit ça de loin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces organisations? Vous voulez d'autres exemples? Non, vous n'avez pas des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. Pas de questions? Est-ce que vous avez eu l'occasion, pendant vos stages, de découvrir l'exercice coordonné? C'était bien ou c'était pas bien? C'était très bien. Oui, moi j'ai été dans une MSP du coup, et c'était vraiment très chouette. C'est ce que j'ai préféré dans mon stage chez le Prat. C'était vraiment très intéressant. Toutes les semaines, ils avaient des petites RCP avec du coup des diététiciennes, psychologues, sages-femmes, podologues, infirmières allées, et les médecins. Donc ça faisait une grosse équipe, et c'était hyper intéressant pour les patients, je trouvais. C'était un vrai plus. Donc ça, c'est un projet de maison de santé pour donner la perspective sur une CPTS. Sur la CPTS, qu'on peut faire pour augmenter la qualité des maisons des RCP, des staffs, c'est de dire, est-ce que sur le territoire, on n'a pas d'autres professionnels qui pourraient venir travailler avec nous dans le staff et nous aider à coordonner encore plus la prise en charge des patients. Par exemple, il y a le CLIC, je ne sais pas si vous connaissez les CLIC. Les CLIC, c'est un peu des assistantes sociales qui vont aider les gens dans leur domicile à un petit peu réorganiser le domicile, à aller chercher des aides et tout ça. Et bien les CLIC, on peut les faire intervenir dans les staffs et travailler avec eux pour se poser des questions. On peut aussi faire intervenir vraiment, là pour le coup, les assistantes sociales. Et aussi, il y a des systèmes de coordination, les MAIA, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les MAIA, alors ça n'existe plus, ça est en train d'être remplacé, mais il y a des professionnels qui sont censés organiser les soins pour des patients qui sont dans des situations très complexes à domicile, les personnes âgées dans des situations très complexes, qui vont aider les gens à domicile dans l'accès aux soins. Et bien, ces trucs-là, on les fait intervenir aussi
C'est trop tard, c'était plus tôt qu'il fallait venir. On peut les faire intervenir, et l'avantage de la CPTS, c'est que nous, la CPTS, on connaît bien tous ces dispositifs sur le territoire, et du coup, on peut les faire intervenir dans les staffs. Du coup, dans les CPTS, ça va être tout l'établissement hospitalier ou ça peut être juste des services indépendants qui se rattachent à la CPTS? Alors, dans la CPTS, il y a une interaction avec l'hôpital. Néanmoins, dans le groupe de travail ville-hôpital, alors ça dépend. Si c'est un petit hôpital local, il peut y avoir un lien avec tout l'hôpital. Je vais prendre l'exemple de la CPTS où je suis, où c'est le CHU de Nantes. On a choisi un service pour commencer. C'est impossible de travailler avec tout l'hôpital. Donc on choisit des axes. Néanmoins, comme on est en collectif des CPTS sur le 44, on s'est déjà mis d'accord, on se connaît, on travaille ensemble. Chaque CPTS va travailler un des axes avec le CHU et on mutualise. Pour que quand ça fonctionne bien, par exemple avec la dermato, eh bien, tous les autres professionnels du territoire puissent en profiter. Si ça fonctionne bien avec Bélier, pour les bilans gériatriques et compagnie, les autres vont en profiter également. Donc en fait, c'est vraiment améliorer les parcours et travailler. Je vais prendre l'exemple de la CPTS Atlantique Nord-Loire, au nord du département de 44, qui a mis en place tout un système avec l'hôpital de télé-expertise dermatologique, en formant les médecins à la dermoscopie, avec une analyse des images. Et sur plusieurs sujets, ils sont vraiment très actifs. Il y a 5 installations, alors que c'était un territoire qui était vraiment très déficitaire. Donc on voit bien que ça apporte une qualité de travail, une sécurité aussi, parce qu'on dit toujours il faut que les médecins s'installent dans les zones où il n'y a personne, mais la sécurité de travail avec un appui par d'autres professionnels, par de l'imagerie et compagnie, ça ne va pas se faire tout seul. Enfin, on a besoin de ça. Donc la CPTS, elle peut être un interlocuteur pour avoir une qualité d'exercice améliorée. C'est vrai que si on va rentrer sur le débat d'installer les médecins dans les zones sous-médicalisées, les envoyer au charbon quand il n'y a pas d'organisation, c'est de la maltraitance, quoi. Alors que pour le coup, quand il y a des organisations comme ça, c'est vrai que ça permet d'être pas isolé et puis d'avoir la sécurité d'une installation avec une organisation. Et ça nous donne aussi une force, je dirais, par rapport aux instances de discussion, c'est-à-dire c'est nous qui décidons. Toutes les organisations dont on vous a parlé, c'est les professionnels qui sont à la manœuvre, qui écrivent les choses, et c'est eux qui discutent. Et c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que ça nous soit imposé. Et ça, je pense que, voilà, on commence un petit peu à prendre des initiatives, et surtout, enfin voilà, il faut que ça corresponde au vrai exercice, à nos besoins. Ce que tu dis par rapport au CHU, c'est intéressant aussi parce qu'il faut se mettre à la place d'un CHU, le pauvre malheureux. Quand il veut parler à des professionnels, nous, notre territoire, notre CPTS, c'est 65 000 habitants, c'est 260 professionnels libéraux. Vous imaginez si le CHU il veut organiser les sorties d'hôpital avec ne serait-ce que notre petit territoire qui représente 10% de la population du Maine-et-Loire, eh ben, il va falloir qu'il trouve les 260 adresses mail. C'est impossible, quoi. Alors que quand il y a une CPTS, il y a une boîte, il y a un coordinateur de CPTS. Il faut rester. C'est très intéressant. D'ailleurs, je vais vous interpeller tout à l'heure. D'accord. Ça marche. À tout à l'heure. Faut pas les séquestrer, Jean-François. C'est terrible, Jean-François. C'est terrible. Non, mais du coup, faut voir que le CHU, quand il veut parler aux professionnels libéraux, jusqu'ici, avant les CPTS, il y avait les MSP, mais on voyait bien que même avec une MSP, on levait le doigt, mais ils nous écoutaient qu'à peine, alors qu'avec les organisations de CPTS, qui se basent en plus sur des MSP, sur des ESP CLAP, ils savent qu'ils vont parler à un interlocuteur, que cet interlocuteur, il va parler à l'ensemble des professionnels du territoire et qu'en plus, derrière, il y a des organisations, patientèle par patientèle, pour mettre en place les projets qu'ils veulent mettre en place. Nous, on a rencontré quelques fois le CHU d'Angers, alors c'est un peu compliqué. Par contre, on a un CH à Segré, où là, on a des protocoles d'entrée et sortie d'hospice. Enfin, c'est beaucoup plus facile de travailler au nom des professionnels du territoire, et puis ça diffuse l'information plus vite.
Et même, je dirais, au niveau des territoires qui sont aujourd'hui pas couverts par des CPTS, on le voyait sur la carto, il en reste encore. Je pense que ça a permis aussi un changement de posture, effectivement, dans les échanges entre interlocuteurs, qui permettent aussi aux maisons de santé, aux ESP Club, d'avoir aussi une relation aussi peut-être plus facilitée avec certains interlocuteurs, puisque ont maintenant plus conscience que le fait d'être regroupés aussi en exercice coordonné comme ça leur permet d'avoir un interlocuteur sur un territoire. Et juste pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, on voit bien que finalement, comme vous le disiez, les territoires sont différents et donc de fait tous les projets sont différents, et c'est ça je pense qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut avoir bien entendu des choses qui se mutualisent, mais l'intérêt aussi c'est que vos projets de santé, quels qu'ils soient, que ce soit dans une ESP Club, dans une maison de santé, et après à une autre dimension dans le cadre d'une CPTS, c'est que c'est quelque chose qui va vous représenter, c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure, c'est un équilibre entre le diagnostic du territoire et de voir ce qui s'y passe et quelles sont les problématiques, mais aussi quelles sont les appétences aussi en tant que professionnel de santé, ce vers quoi on a envie d'aller. Et ça, c'est assez intéressant parce que, comme vous le disiez très justement, en fait, ça permet l'expertise, de l'innovation sur des territoires et de ne pas se voir tout le temps imposer aussi un certain nombre de choses, mais d'être bien force de proposition. Donc ça, c'est quand même plutôt une dimension assez intéressante à avoir en tête. Juste pour reprendre toujours le même sujet, ville-hôpital, la première réunion qu'on a fait avec le directeur de l'offre de soins du CHU de Nantes, je pense qu'il y avait quand même des années de dysfonctionnement, donc ça a été quand même à charge de notre côté, donc on y est vraiment allé et on a bien râlé. Bon, et à la fin, on a réfléchi. Il y a une maturité aussi respective, c'est-à-dire, bon, maintenant on fait quoi? Il y a quand même des choses qui fonctionnent bien et on tire les services qui nous offrent des choses qui nous correspondent bien. On va se servir de ces exemples-là de bon fonctionnement pour faire en fait aussi, pour harmoniser, pour qu'on puisse avoir un fonctionnement dans d'autres services. Donc évidemment, il ne faut pas que ça soit à charge, c'est une co-construction. Et je trouve que c'est assez intéressant ce dialogue. Ils attendent beaucoup des CPTS, à nous de dire attendez, c'est réaliste ça, mais le reste c'est votre affaire, on ne va pas aller venir vous faire fonctionner votre hôpital. On s'occupe déjà du libéral, c'est déjà pas mal. T'inquiète pas, ils en ont autant à notre rencontre et ils disent qu'on ne travaille pas bien non plus. Donc, C'est ça, mais c'est intéressant parce que jusqu'ici, il n'y avait pas cet espace de dialogue. Donc moi je trouve que c'est vraiment, et je pense qu'au fur et à mesure on prend notre place de libéraux. Effectivement ils n'avaient pas d'interlocuteurs, maintenant les interlocuteurs c'est nous. Et je pense aussi que la fonction de du coordinateur peut aider à ça aussi, à faire tampon entre les intérêts des deux côtés. Alors à faire tampon, néanmoins il faut que les professionnels restent quand même... toujours, parce qu'il y a quand même des enjeux importants. Les coordinateurs, ils viennent, support logistique, ils nous aident, mais c'est quand même les professionnels qui doivent rester dans le dialogue. Et surtout représenter la parole des professionnels de leur dispositif, du coup. Il y a une question ici. Pas de question. Moi, j'ai juste une question sur donc tout ce qui est MSP, notamment parce que ça commence à devenir ancien finalement. Vous dites 15 ans, donc ça fait chez vous. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui de la bibliographie qui sort sur justement la comparaison entre MSP et installation d'un médecin dans un hors cadre de coordination, pour justement démontrer, notamment à des gens plus réticents, avec qui j'ai pu discuter, qui ont des fonctions pédagogiques, et donc du coup c'est difficile de leur prouver ça, ou du coup ils sont plus à dire que c'est plus du confort du médecin que dans le bonus de l'accès aux soins. Des noms. Nous, ça fait peut-être 15 ans, mais nous, ça fait 3 ans qu'on est MSP, donc il y a encore des MSP qui se créent et qui sont jeunes. Il y avait des précurseurs, c'est sûr. Après, peut-être qu'il faut voir aussi dans les médecins, les départs de médecins, les arrivées de médecins.
Je pense que les MSP, je ne vois pas trop de cabinets d'MSP qui ferment parce qu'il n'y a plus de médecins. Par contre, des médecins tout seuls qui ne trouvent pas de successeurs. Donc ça, c'est peut-être un indicateur un peu de l'attractivité et puis du mode de fonctionnement des MSP. Il faudrait, il y a des items là dans les MSP qui sont pas inintéressants, c'est les usagers, la satisfaction des usagers. Je pense que petit à petit, on va y venir. Hein. Il y aura peut-être des études, des chiffres qui vont sortir. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à cet item. Même moi, hein, c'est un peu compliqué. On nous demande d'impliquer les usagers. Et c'est vrai qu'en médecine, on ne s'est jamais posé la question de ce que pensaient nos patients, de ce qu'on leur offrait, de ce qu'on leur proposait. De toute façon, ils n'ont pas de médecin, ils viennent. Mais est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont des demandes? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses pour que ce soit encore mieux? Ça, je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être des biblios. Si on commence à s'intéresser à ce que disent les patients, est-ce qu'ils trouvent que c'est intéressant pour eux, ça leur apporte des choses. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chiffres qui sortent. Si. En fait, donc du coup, MSP, le financement des maisons de santé, ça a commencé en 2010 par une expérimentation. Ça s'appelait expérimentation des nouveaux modes de rémunération. C'était une expérimentation qui était partie pour 5 ans. Du coup, ça a été 6 en fait. Mais l'IRDES, il faut aller chercher sur le site de l'IRDES, a fait une enquête qualitative et quantitative et a prouvé par cette enquête quantitative une amélioration des indicateurs de santé de la population pris en charge dans les maisons de santé. Et c'est grâce à cette étude-là qu'on est sorti de l'expérimentation et que ça s'est transformé en une convention, l'accord conventionnel. C'est écrit dans le marbre, du coup, c'est une convention comme on a les conventions médecins, les conventions infirmiers, tout ça. Et du coup, c'est grâce à cette étude que la convention a été créée pour les maisons de santé. Et ensuite, c'est créé la convention pour les CPTS, qui est dérivée un petit peu de la convention des maisons de santé, qui a pris toutes les bonnes choses de la convention des maisons de santé, qui a enlevé les trucs qui permettaient moins de contrôler, on va dire, en fait. Enfin, c'est des trucs de CEPAM, mais la CEPAM a voulu, dans les CPTS, organiser un petit peu plus le suivi des financements. Donc, du coup, les maisons de santé, c'est un peu organisation, c'est un peu cool. Les CPTS, c'est beaucoup plus strict dans le suivi des indicateurs. Mais ces deux conventions-là qui sont inscrites dans le marbre s'appuient sur l'étude de l'IRDES. Donc, il faut chercher IRDES, maison de santé, et on tombe sur cette étude qui doit dater de 2015 ou 2016. D'ailleurs, l'IRDES publie régulièrement sur l'exercice coordonné, et il y a une étude aussi qui a été publiée récemment qui fait un peu le bilan de ces 10 dernières années en exercice coordonné et aussi sur les maisons de santé. Et je pense que voilà, on peut peut-être aborder l'étude sur la qualité de vie au travail qui va être menée prochainement. En fait, la région Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire se sont associées par les rencontres aussi de nos différentes structures pour réaliser une étude qui va débuter au mois de juin, je crois. On est en cours, c'est en cours de finalisation, mais l'idée étant de proposer donc une étude à grande échelle quand même sur nos deux régions pour voir quel est l'impact de la pratique en exercice coordonné pour les professionnels de santé sur la qualité de vie au travail. Voilà. Donc je pense que ça va nous apporter quand même des éléments assez éclairants aussi sur la pratique en exercice coordonné. Oui, mais ça, c'est la critique qui est faite, c'est ça. C'est que les maisons de santé, ça sert juste à améliorer la qualité des soignants, mais pas la qualité des patients. Oui, alors effectivement, c'est une partie de la réponse. Après, l'IRDES est plus positionné sur l'usager. Et puis, comme le disait Alexandre, oui, de toute façon, on voit bien que, comme on le disait tout à l'heure, à l'instar des établissements de santé, la place de l'usager devient de plus en plus centrale. Et nécessairement, je pense qu'on va avoir aussi de plus en plus d'études à sortir sur ce que ça apporte aussi aux usagers. Et c'est bien connu qu'un professionnel qui va bien soigne mieux. Donc voilà, on peut faire un lien aussi avec ça. Et juste pour terminer sur un petit peu les études ou les évaluations, pour le dispositif des ESP CLAP, je vous l'ai dit tout à l'heure, dispositif expérimental en région Pays de la Loire depuis 2018. Au départ, on était expérimental pour 2 années. Donc, on est financé entièrement par l'Agence régionale des santé des Pays de la Loire. Donc, en 2020, effectivement, on a eu une évaluation
par un auditeur externe auprès de certaines de nos ESP CLAP pour savoir un petit peu voilà, ce que les professionnels de santé pensaient de ce nouveau type de dispositif. Donc là, je vous la fais très très courte, mais effectivement, et puis docteur Geoffroy, peut-être que vous avez été le témoin dans le cadre de cette réévaluation, donc vous pourrez aussi en témoigner. Mais voilà, ce qui a pu effectivement ressortir, c'est que ce nouveau dispositif correspondait aux professionnels de santé, de par peut-être sa souplesse aussi, mais finalement venait aussi se centrer sur des actions concrètes de coordination pluriprofessionnelle au service des patients. Et puis après, bon, voilà, ça faisait seulement que 2 années d'expérimentation de ce dispositif, donc c'est difficile de parler d'attractivité pour faire venir effectivement de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. Mais voilà, on est aussi au départ et c'est très intéressant effectivement ce que vous dites. Ça nous donne plein d'idées pour la suite, pour poursuivre effectivement des études, l'implication des usagers ou autres. Docteur Geoffroy, peut-être. Oui, juste, tu as tout dit. Par rapport à l'évaluation, je pense que c'est vraiment important d'évaluer tout ce qu'on met en place, effectivement, pour savoir si c'est pertinent. Il y a quand même des budgets conséquents, mais ça, il faut faire confiance à l'ARS. Dès qu'elle donne de l'argent, elle veut une évaluation. Donc ça, de toute façon, ça se fait automatiquement. Donc, et avec des cahiers des charges, des auditeurs extérieurs, parce qu'au départ, on avait fait un audit avec le département de médecine générale. Il a fallu refaire avec un auditeur extérieur. Et ce qu'on peut voir au niveau des usagers, pour répondre à la question, au niveau des CPTS, ça y est, on a les usagers. Au niveau de l'équipe de soins primaires, pas du tout, mais les usagers, et on essaie vraiment de dans toutes les instances où, par exemple, moi, en tant qu'élu au niveau de l'Union, je peux siéger, où il y a des représentants des usagers, vraiment, j'essaie toujours de parler des CPTS. C'est des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, ils en parlent dans leurs différentes associations et ils s'impliquent au niveau de nos conseils d'administration, au niveau de nos assemblées générales. Et c'est vraiment un partenariat qui va être de plus en plus important et qui fait qu'on ne va pas être complètement hors sol, nous les professionnels de santé. Effectivement, il ne faut pas qu'on soit tout seul. La priorité, c'est quand même les patients. Alors, petite question concernant les CPTS. À quoi on s'engage concrètement, pratiquement, au moment où on signe une adhésion ? Ça dépend de ce qu'on veut faire, en fait. Alors, si on est coprésident, on s'engage un petit peu de boulot quand même. Mais à rien. À rien. En simple adhérent, on ne s'engage à rien, juste à bénéficier des outils que met en place la CPTS. Par exemple, nous, on a mis en place un outil de communication qui est une application un peu comme WhatsApp, mais sécurisée. Et du coup, quand on a un cas patient, tiens, ça me fait penser, j'ai eu une notification tout à l'heure, il faut que j'aille voir. Quand on a un cas patient, on crée un groupe des professionnels qui prennent en charge le patient, infirmiers, kinés, pharmaciens, et on peut s'envoyer de l'information, des ordonnances, des choses comme ça. Ben ça a été mis en place par la CPTS, c'est financé par l'ARS et du coup, c'est mis à disposition gratuitement pour les professionnels du territoire. Et du coup, en tant qu'adhérent de la CPTS, on peut bénéficier de cet outil-là. On peut bénéficier, ce que j'ai expliqué tout à l'heure aussi, un peu de l'organisation et de la représentation que prend en charge la CPTS pour gérer l'accès aux médecins traitants, pour gérer les soins non programmés. Donc éventuellement, la CPTS, elle va venir voir le professionnel qui est sur le territoire et elle va dire, voilà, on a un peu organisé les soins non programmés en journée. Nous, on va demander, par exemple, aux différents cabinets du territoire d'écrire un protocole de comment vous gérez vos soins non programmés. Donc en général, les cabinets de groupe, ils ont déjà des protocoles de gestion des urgences. On leur demande de l'écrire noir sur blanc. Et puis comme ça, nous, on va prendre notre petite manette, on va dire au système départemental, au SAS, on va dire, voilà nos différents protocoles sur le territoire, ils sont écrits. Donc ça permet juste après de représenter. Donc il y a un peu d'interaction, mais il y a très peu d'engagement en tant que professionnel sur un territoire vis-à-vis de la CPTS. Je ne sais pas si tu es d'accord, Pascal. Tout à fait. Moi, j'ai lancé ma campagne d'adhésion il y a une semaine. On a eu un nombre d'adhésions incroyable, y compris sur des zones qui ne relèvent pas de la CPTS. Je ne suis pas sûre que les médecins aient tous très bien compris le truc. La mauvaise raison, je dirais, ce serait pour cocher la case sur la ROSP. Donc, c'est une raison comme une autre. Mais c'est une raison comme une autre. Et effectivement, nous, l'adhésion, elle est gratuite et ça n'engage à rien du tout. On va envoyer quand même, les gens donnent leur mail, donc ils auront
connaissance de ce que nous proposons et on va décliner ça. Et après, on les invite à venir dans des groupes de travail en fonction de leur appétence ou pas. Et vraiment, chacun prend, c'est à la carte. Hein. Il n'y a aucune contrainte. Chacun reste dans son exercice. Enfin, voilà. Et par exemple, des fois, ça peut, entre guillemets, parce que c'est déjà beaucoup, mais se concentrer sur de l'interconnaissance. Donc la CPTS peut organiser des réunions pour favoriser, enfin des réunions, des soirées plutôt d'interco, pour faire en sorte que les professionnels du territoire soient amenés à se rencontrer, un peu dans un cadre plus informel. Et puis, du coup, quand on se connaît mieux, c'est peut-être plus simple derrière d'aller appeler l'autre professionnel pour travailler ensemble ou poser sa question. Et en fait, ça n'engage qu'à peut-être venir lors de cette soirée. Et c'est un moyen comme un autre. Enfin, voilà, il n'y a rien qui impose à tout professionnel qui se trouve en plus sur le territoire de la CPTS de devoir participer aux actions qui sont portées par le projet de santé. Ça permet de se tenir au courant de ce qui se passe aussi. Moi, je dirais en maison de santé, c'est un peu près pareil. On a une équipe, il y a des gens qui sont à un moment donné plus investis, moins investis, parce que le sujet les intéresse pas, ou parce que leur vie perso fait qu'ils sont moins disponibles. Mais ils restent dans l'équipe et puis ils peuvent aller et venir en fonction de leur investissement. Hein. Il n'y a pas de reproche. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Après, ça reste une équipe, mais je pense qu'il y a quand même une certaine souplesse. Hein. Il ne faut pas voir ça comme des contraintes, hein, que ce soit en ESP ou en maison de santé ou en CPTS. Je pense qu'on peut être dans une équipe et puis dire là je peux ça, moi je peux pas faire, ou ça m'intéresse pas, ou je veux pas faire, et puis aussi aller chercher les choses qui nous intéressent et les utiliser. Je pense qu'il n'y a pas de jugement, chacun, il n'y a pas de contrainte. Hein, je pense qu'on peut aller dire moi ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, je vais m'investir dans tel sujet ou je vais m'investir dans aucun sujet, mais je suis dans l'équipe et puis je regarde ce qui se passe et peut-être qu'un jour je dirai tiens ça m'intéresse, je viens et je vais faire avec vous. Donc faut pas vivre ça comme des contraintes. Hein, il reste la liberté du libéral. Hein. Il n'y a aucune contrainte, il ne faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Hein. Je dirais que nous, à la phase d'écriture du projet, on était un petit groupe, on a fait la partie la plus désagréable, et donc ce n'était pas très engageant pour les professionnels. Donc les gens peuvent aussi venir en disant écoutez, là, il n'y a rien qui m'intéresse, mais moi, je veux travailler là-dessus. Et évidemment, on peut proposer pour travailler sur des thèmes auxquels on n'a pas pensé. Donc c'est vraiment à la carte. Oui, ça, je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que, je dirais plutôt en tant que technicienne, quand on accompagne les professionnels de santé au départ, ça fait partie souvent des questions. Oui, mais est-ce qu'on va être obligé de participer à tout ? Non, heureusement, parce que sinon, vous gardez aussi du temps. Mais voilà, on n'a pas l'obligation, par exemple, les RCP, vous n'êtes pas obligé d'y être à tout le temps. C'est aussi en fonction du sujet, de la thématique, du patient aussi qui va être traité dans le cadre de cette RCP. De même que les actions de santé publique, on peut très bien à un moment donné être plus concerné. J'en sais rien, moi, prévention solaire, je suis kiné. Oui, peut-être que ça peut être intéressant d'être dans ce projet-là parce que en tant que kiné, je peux avoir facilement tendance à être avec les personnes et à pouvoir repérer un certain nombre de mélanomes, par exemple, enfin de choses sur le corps. Et donc, je peux participer à cette action-là à un moment donné. Et puis, peut-être que la prochaine action, ce sera sur le bucco-dentaire. Et puis que moi, en tant que kiné, j'ai pas forcément intérêt à y être. Voilà, enfin, comme vous le dites, c'est un peu à la carte aussi. C'est en fonction. C'est pour ça que tout à l'heure je rappelais, c'est aussi en fonction de ses appétences. C'est pas, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contraintes. Il y a des contraintes, je dirais, dans l'ensemble du projet, avec un certain nombre de choses qui doivent être faites. C'est aussi l'intérêt d'avoir un coordinateur. Alors pour le coup, là, dans le cadre des maisons de santé ou de la CPTS, c'est que le coordinateur, lui, veille à ce que les choses qui doivent se faire se font et d'avoir les bonnes personnes pour le faire. Et puis ensuite, pour les professionnels de santé, c'est de participer, d'y contribuer. Et comme tu le disais à juste titre, en fonction aussi de sa vie personnelle, il y a des moments où on peut plus ou moins s'engager aussi dans les projets. Et ça c'est ce qui est intéressant dans ces organisations-là, c'est que ça permet à tout à chacun de s'investir de façon différente à des moments différents de sa vie. Ce que j'aime à dire aussi, c'est que en fait, il faut vous rendre compte que dans l'exercice, vous allez avoir un exercice classique, mais vous allez aussi rencontrer des difficultés.
c'est comme sur Internet. Hein. Si vous avez un problème et que vous tapez sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui ont le même problème que vous. Et ben, dans l'exercice, c'est pareil. Les difficultés que vous avez rencontrées pour, je sais pas moi, avoir un rendez-vous pour les consultations neuro-mémoire, dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul. Par contre, si on se met à plusieurs pour essayer de trouver une solution à ça, eh ben, il y en a peut-être des solutions. Vous allez, dans votre exercice, être expert des problématiques de la population, de la patientèle que vous avez. Eh ben, cette expertise, c'est une mine. C'est une mine d'or parce que du coup, si vous mettez cette expertise au service du groupe, eh bien le groupe, là, il va pouvoir trouver des solutions à vos problématiques qui ont l'air toutes petites, hein, c'est pas grand-chose à chaque fois, mais mises bout à bout, eh ben, on va aboutir à un protocole de prise en charge de comment améliorer l'accès à la consultation mémoire. T'as une question ? Attention, j'arrive. On ne l'arrête plus, Jean-François. On va peut-être devoir rendre. Ah non, on avait dit midi et demi. Elle m'a dit midi et demi. Moi, je vais trouver une question. Non, plus de questions. En tout cas, on est de toute façon dans la salle juste en face si vous avez des questions pour la suite. Et on a des bonbons. Il faut venir nous voir. Merci beaucoup aux experts pour cette conférence et merci à vous pour votre attention.